bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous de l'information sur RTI 1. On regarde les titres de cette édition. Plus de 11 000 postes budgétaires sont à pourvoir au sein de la fonction publique au titre de l'année 2021. Le lancement des concours administratifs a été fait par la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto. Le dépôt des dossiers physiques s'ouvre à partir de lundi prochain. Il va durer un mois. Lutte contre le paludisme, plus de 18 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action ont été distribués sur toute l'étendue du territoire national. Avec un taux de couverture de 97%, l'initiative a ciblé 113 districts sanitaires. Le ministre de la Santé était devant la presse pour faire le bilan de l'opération. Une embarcation à feu sur la lagune Évrier a été secourue par les éléments du GSPM. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires a engagé plusieurs unités d'intervention lacustres. L'exercice de simulation et de sauvetage dénommé Plan Rouge GSPM 2021 s'est déroulé comme prévu. On en parle dans quelques instants. À l'agenda du chef de l'État, le président de la République, le président Alassane Ouattara, ce mercredi, le conseil bimensuel des ministres qui se tient au palais de la présidence de la République au Plateau. Retrouvez le compte-rendu de nos reporters ce soir lors de l'édition du journal de 20h. Mardi, les députés réunis en séance en plénière à l'hémicycle ont adopté le projet de calendrier des travaux parlementaires allant de la période du 15 juin au 27 juillet 2021. 14 projets de loi ont été examinés au total. La séance a été présidée par Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale. Le compte-rendu de Moussa Konaté. Un seul point à l'ordre du jour de cette plénière. L'examen du calendrier des travaux parlementaires allant du mardi 15 juin au mardi 27 juillet 2021, période durant laquelle 14 projets de loi seront étudiés. Ces textes se répartissent comme suit. 2 projets de loi ordinaires, 6 projets de loi de ratification de l'ordonnance et 6 projets de loi d'autorisation de ratification de conventions internationales. 235 députés sur les 236 présents donnent leur accord pour ce programme de travail après quelques échanges. Tout le calendrier est déroulé. Nous savons que maintenant, nous allons travailler. Nous allons travailler à l'édification de la nation ivoirienne. Parce que notre rôle, en tant que représentant du peuple, c'est de faire en sorte d'adopter de bonnes lois. Le calendrier a été adopté, je pourrais dire à 99%. On a eu juste une seule voix qui était contre. Nous sommes en marche, nous sommes avec le peuple. Nous allons débattre de ces sujets pour que chacun puisse être situé. Le calendrier des travaux parlementaires ainsi adopté, le président Amadou Soumaoro lance un appel aux députés. Je voudrais vous inviter à prendre toutes les dispositions pour participer effectivement aux séances qui sont programmées afin d'enrichir les projets de textes de vos contributions. Les députés sont donc attendus à l'hémicycle les jours à venir pour les débats parlementaires. Je vous le disais il y a quelques instants en ouverture de cette édition au titre de l'année 2021. Plusieurs concours administratifs ont été lancés hier mardi par le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Ce sont au moins 372 concours qui seront organisés cette année pour le recrutement d'au moins 11 000 agents, dont près de 3 000 pour le seul secteur de la santé. La phase des inscriptions se tiendra du 21 juin au 30 juillet prochain. Plus de détails avec Raskando. Les concours administratifs de la fonction publique session 2021 sont lancés. La phase des inscriptions démarre du lundi 21 juin au vendredi 30 juillet 2021 sur le site du ministère de la fonction publique www.fonctionpublique.gouv.ci. Les compositions s'étendent sur la période allant du 18 septembre au 31 octobre 2021 et se déroulent tous les samedis et dimanches. Des réformes visant à faciliter l'accès équitable de tous ont été entreprises. Les cours de préparation en présentiel ont été supprimés au profit des cours de préparation en ligne gratuits. Pour réduire les coûts de la participation au concours et renforcer l'équité entre tous les candidats.
le renforcement de la politique de déconcentration des concours dans les régions avec l'extension aux villes. Les concours se dérouleront dans les villes d'Abidjan, d'Abengourou, de Bondoukou, de Bouaké, de Daloa, de Gagnoa, de Mans, de Korogo, de San Pedro et de Yamoussoukro. Un collège de supervision intégrant les préfets et les directeurs régionaux des localités centres de composition veillera partout au bon fonctionnement et au bon déroulement des compositions, des délibérations et de la proclamation des résultats. 372 concours seront organisés en vue du recrutement de 11 874 agents, dont 2 905 au compte du secteur de la santé. La phase des délibérations et de publication des résultats se déroulera en 4 séquences, les vendredis 8 et 29 octobre 2021 et les vendredis 12 et 26 novembre 2021. Notre ambition est de mettre à la disposition des administrations publiques des ressources humaines de qualité recrutées par voie de concours. L'organisation de ces concours doit rassurer les candidats et les populations afin de taire définitivement les supputations malveillantes et les suspicions. Nous invitons les candidats à s'investir dans une préparation active et efficiente, sans rechercher les voies du succès facile à travers le recours effréné aux faussaires de tout acabit, aux arnaqueurs et à la corruption. Selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, de 2014 à 2020, l'organisation des concours administratifs a permis à plus de 60 000 personnes recrutées d'intégrer la fonction publique. La protection de l'enfant en Côte d'Ivoire, 30 ans après la Charte africaine des droits de l'homme et du bien-être de l'enfant. Bilan et perspective, c'est le thème retenu en Côte d'Ivoire pour commémorer le 16 juin la journée de l'enfant africain. La déclaration du gouvernement est lue par la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Nassénéba Touré. Elle est au micro de Michel Mambo. 16 juin, journée mondiale de l'enfant africain. Le lieu de faire le point en matière de protection de l'enfant en Côte d'Ivoire, d'où le thème retenu cette année. Évaluer nos stratégies, comme nous le recommande le thème de la journée de l'enfant africain cette année, nous oblige avant tout à se pencher sur nos acquis tout en mettant en relief les défis restants. Des progrès notables ont été enregistrés au cours de ces dernières années en vue de garantir les droits de nos enfants. C'est aussi l'occasion de relever les efforts consentis par le gouvernement pour aider à la protection et à l'assistance des enfants à besoins spécifiques pendant la période de la COVID-19. Des progrès enregistrés, toutefois, de nombreux défis restent encore à relever. 58% des filles et 66,5% des garçons ont subi au moins une forme de violence pendant l'enfance. Il ressort également que la violence sexuelle chez les filles pendant l'enfance est de 19,2%, soit une fille sur 5. Chers compatriotes, cette journée invite tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes à s'associer à la cause de l'enfant afin de penser, d'orienter et d'organiser son éducation dans un cadre national de bien-être. La journée de l'enfant africain est commémorée tous les 16 juin en mémoire de centaines d'enfants massacrés lors d'une marche pour le respect de leurs droits à Soweto. Elle a été instituée en 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine. On fait maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 15 juin 2021.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier mardi 15 juin 149 nouveaux cas de Covid-19 sur 1777 échantillons prélevés, soit 8,4% de cas positifs, 27 guéris et 0 décès. À la date du 15 juin, la Côte d'Ivoire compte donc 47 909 cas confirmés, dont 47 266 personnes guéries, 306 décès et 337 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 677 515. Le 14 juin, 10 101 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées, soit un total de 705 051 doses administrées. On continue à parler de santé avec le ministère de tutelle qui a fait don d'équipements à l'ANADER dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, une opération au cours de laquelle des kits de première nécessité ont été distribués. La cérémonie s'est déroulée au siège de la structure qui opère dans le domaine agricole. On regarde le reportage de Régis Kofi. L'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, reçoit des équipements de protection individuelle. Un don du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Il est destiné aux animateurs de développement rural, des agents chargés de conseiller les producteurs dans le domaine de l'agriculture. Le Covid-19 est une réalité. Il faut mettre toutes les chances de notre côté. Et ces équipements vont permettre justement à ces acteurs de pouvoir être à l'aise face aux instructions du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Savon, gel et masques réceptionnés. Les animateurs de développement rural, avec à leur tête le directeur général de l'ANADER, promettent d'en faire bon usage. Ce geste sonne comme un appel à la sensibilisation des populations rurales au respect des mesures barrières. Ces dons vont servir à nos agents. Ils sont près de 1500 sur le terrain qui rencontrent quotidiennement les populations rurales pour les activités de conseil agricole aux producteurs. Et avant chaque cérémonie, quand ils passent le message sur les mesures barrières, sur la lutte contre cette Covid-là, eux-mêmes donnent l'exemple pour que les populations comprennent que cette lutte-là, chacun doit se l'approprier. À noter que l'ANADER et le ministère en charge de la Santé sont liés par un mémorandum d'accord qui a pour objectif de fixer un cadre de collaboration entre le programme d'appui à la lutte contre les pandémies à l'ANADER et la direction de la santé communautaire. Le ministère de la Santé et ses partenaires s'engagent à réduire le taux de mortalité dû au paludisme de plus de 50%. Et pour joindre l'acte à la parole, 19 millions de moustiquaires imprégnés ont été distribués aux populations. L'opération a ciblé une centaine de districts sanitaires avec un taux de couverture de 97%. Pierre Dimba était mardi devant la presse pour faire le point de l'opération. L'éclairage de Jean-Marc Diadji. Près de 19 millions de moustiquaires distribués gratuitement aux ménages dans le pays. C'est le bilan de la campagne nationale 2021 de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action MILDA. Opération qui s'est déroulée du dimanche 25 au vendredi 30 avril 2021 dans 113 districts sanitaires. Le ministre Pierre Dimba et ses partenaires se disent satisfaits des résultats de cette intervention et sensibilisent les populations. Nous voulons aussi toujours, comme disait Monsieur le ministre, exhorter la population pour bien utiliser les moustiquaires. 97% des personnes, les ménages identifiés, ont pu bénéficier donc, de cette distribution, ce qui permet donc d'assurer une large couverture du territoire en moustiquaires imprégnés. Donc c'est le lieu pour nous de remercier nos partenaires. En premier lieu, l'UNICEF, le Fonds mondial, les États-Unis, à travers le Fonds présidentiel de lutte contre le paludisme, également l'OMS, pour leur appui multiforme, mais pour leur appui spécifique sur cette opération. Le taux d'utilisation des moustiquaires imprégnés est passé de 50% en 2016 à plus de 63% en 2019. Grâce aux distributions gratuites des MILDA, le nombre de décès dus au paludisme est passé de 3 222 en 2017 à 1 816 en 2020, soit moins de la moitié en 3 ans en Côte d'Ivoire, selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle.
Autre chose à présent, le plan rouge GSPM 2021 s'est déroulé à la perfection. L'exercice grandeur nature de sauvetage de masse a mobilisé plusieurs unités d'intervention du groupement de sapeurs-pompiers militaires sur la lagune Ébrié. L'exercice visait le renforcement des capacités de coopération et d'intervention des unités lacustres en cas d'urgence, un scénario suivi de bout en bout par Abou Sanogo. Il est un peu plus de 9h39. Le centre d'appel du groupement de sapeurs-pompiers militaires vient de recevoir une demande de secours pour un feu d'embarcation faisant plusieurs victimes à 300 mètres d'un quai. Immédiatement et conformément à la grille de départ, l'officier de garde est engagé avec un fourgon pompe-tonne, le groupe de reconnaissance en milieu périlleux, un véhicule de secours d'urgence, une ambulance de réanimation, tous des engins de la 2e compagnie d'incendie et de secours, centre de secours territorialement compétent. En fait, il s'agit d'une embarcation d'une compagnie assurant la ligne Umputu-Trècheville qui quittait le quai avec à son bord 70 passagers. Lorsque, durant la traversée à 300 mètres de la gare de Trècheville, une odeur de carburant est perçue par certains passagers. L'équipage est interpellé, mais confirme que la situation est loin d'être un problème. L'odeur devient plus perceptible et un membre de l'équipage décide d'informer le pilote. Avant qu'il ne puisse le faire, une forte détonation se fait entendre. La panique s'installe et certains passagers se jettent à l'eau dans l'espoir de regagner la rive à la nage. Cependant, l'on dénombre plusieurs victimes, blessées, incommodées ou inconscientes. Elles sont catégorisées, médicalisées et évacuées vers les centres hospitaliers correspondant à leurs affections. Après une reconnaissance, l'officier de garde considère que la situation nécessite un engagement de moyens supplémentaires et demande le déclenchement du plan rouge. Pour mémoire, le plan rouge est un plan d'engagement simultané destiné à porter secours à de nombreuses victimes d'un accident catastrophique à effet limité. Tout ceci est un exercice. Il vise à renforcer les capacités de coopération d'intervention des unités et services ayant compétence en cas de sinistre en lagune. Cet exercice nous permet de nous préparer pour intervenir dans des situations qui peuvent être similaires. C'est des choses qui arrivent et quand les forces ne sont pas habituées à travailler ensemble, c'est vraiment la cacophonie. Aux côtés du groupement des sapeurs-pompiers militaires, la Marine nationale, l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale, la police nationale, les affaires maritimes ont pris part à cet exercice. Autre chose à présent, le projet de formation La Route de la Soie a été lancé le 7 juin dernier à Abidjan. Le programme vise à renforcer les capacités des entrepreneurs ivoiriens en termes de logistique et de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Il est motivé par des échanges économiques et culturels entre la Côte d'Ivoire et la Chine. On en parle avec Jean-Marc Hadjadji. 30 entreprises ivoiriennes bénéficieront d'une bourse du gouvernement de la municipalité de Chongqing en Chine. Ils recevront une formation en ligne, en transport, stockage et en chaîne d'approvisionnement des produits. Un programme en 16 modules de formation lancé par l'école professionnelle de gestion urbaine de Chongqing dans le cadre du projet de la nouvelle route de la soie. Dans ce projet de formation, ce n'est pas seulement une université qui fait la formation ici, mais c'est plein d'universités en Chine qui font différentes liaisons avec différents pays. Et spécifiquement ici, on a été sélectionné par l'université urbanisme de Chongqing pour faire la formation en Côte d'Ivoire. Ce projet de formation reste une opportunité pour le développement des importations et des exportations entre la Côte d'Ivoire et la Chine. On a besoin de partenaires, que ce soit pour des produits aujourd'hui malheureusement encore très faiblement transformés localement, mais que ce soit donc pour ces produits en termes de matières premières ou éventuellement manufacturés, on a besoin de débouchés. C'est quelque chose qui vraiment nous intéresse. Et je pense que c'est pour ça que d'avoir la chance d'avoir cette formation que le gouvernement chinois prend en compte, que les sociétés chinoises prennent en compte pour les entreprises privées du secteur du transport et de la logistique. La nouvelle route de la soie, projet de liaison maritime et terrestre entre la Chine et le monde, est estimé à 600 000 milliards de francs CFA selon le gouvernement chinois. Ce programme économique chinois englobe plus de 40 pays africains, dont la Côte d'Ivoire.
Un recueil de bonnes pratiques baptisé CAP sur la RSE a été remis au gouvernement ivoirien. Le guide offert par la Chambre de commerce européenne et l'Union européenne met l'accent sur l'environnement, le bien-être et la santé des travailleurs. Plusieurs personnalités ministérielles et des chefs d'entreprise ont assisté à la cérémonie de remise, une cérémonie suivie par Lansine Bakayoko. En intégrant les questions liées à la santé, au bien-être et à l'environnement, la responsabilité sociétale prend de plus en plus de l'importance dans la stratégie des entreprises. Cette nouvelle démarche résulte non seulement d'une prise de conscience du secteur privé, mais représente aussi une réponse à la demande des consommateurs européens. Des consommateurs européens désirent désormais d'acheter des produits issus d'une chaîne de valeur durable. En Europe, les consommateurs aujourd'hui veulent consommer des produits qui viennent d'une chaîne de valeur qui est propre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de destruction de l'environnement, il n'y a pas la déforestation, il n'y a pas le travail des enfants. Tous ces aspects-là sont devenus importants pour les consommateurs. Ce recueil de bonnes pratiques, CAP sur la RSE, rédigé par la Chambre consulaire européenne, propose activement aux entreprises ivoiriennes les outils pouvant faciliter l'adoption de cette démarche qualité. Un appel est même lancé à tous ceux qui veulent continuer à commercer avec l'Europe. La RSE, c'est l'avenir, ajoutera l'ambassadeur européen à Abidjan, d'autant qu'elle préfigure de la nouvelle condition d'accès de nos exportations au marché européen. Une alerte qui n'échappera pas au gouvernement. Il y a un passage où il dit clairement qu'à la fin de cette année, le règlement UE va quasiment exiger des entreprises qu'elles soient en conformité avec la RSE. Moi, je vais plus loin. Je pense que dans les accords post-Cotonou, cela sera exigé. C'est-à-dire, c'est une déclinaison de ce qui a été voté à New York, aux Nations Unies en 2015, ODD. CAP sur la RSE comprend environ 160 pages, des fiches techniques, mais surtout un travail qui reflète parfaitement les valeurs de l'Union européenne. Dans la commune de Port-Boué, un conflit d'occupation oppose une demi-douzaine de villages et la station de recherche sur le cocotier. Baptisée Marc Delorme, la station qui appartient au CNRA, le Centre national de recherche agronomique subit de plus en plus la pression des communautés villageoises riveraines qui revendiquent le site. Une situation explosive à laquelle s'ajoute aussi la poussée de l'urbanisation portée par des opérateurs immobiliers. L'inquiétude qui gagne du terrain chez la communauté scientifique interpelle une communauté qui appelle l'État de Côte d'Ivoire à réagir rapidement avant que la situation ne dégénère. C'est le focus du jour, un dossier EcoPlus signé Lansine Bakayoko. Ici, Marc Delorme de Port-Boué, la station agronomique spécialisée dans la recherche sur le cocotier. Un espace de 788 hectares qui abrite toutes les collections de cocotiers du monde, aujourd'hui objet de litige entre l'unité de recherche d'une part et les villages de Brebo, Anani, Abouabou, Petit Bassam et surtout Mafible 2 d'autre part. Cet après-midi, nous sommes à Mafible 2, fait de lance de la reconquête des terres perdues. Nous considérons que toute la zone appartient à nos parents qui sont installés ici bien avant, parce que le village même existe dans le répertoire des villages, je pense depuis 1954. Le village de Mafible existe. Pour être clair avec vous, le village ne peut plus s'agrandir. Le village ne peut pratiquement plus s'agrandir. À Mafible 2, les premiers affrontements ont éclaté en 2009. Fait déclencheur, une parcelle abattue par la station de recherche pour des besoins de replantation. Une parcelle que les villageois voulaient récupérer. Nous revendiquons les terres que CNRA est dessus. Parce que c'est pour nous. C'est pour nos parents. Mais à mon âge là, j'ai 63 ans. Je suis né ici. Et puis CNRA qui est venu en 1966, c'est lui qui va gagner terre. Non, je ne comprends pas. Le contrat de cession accordé le 22 mai 1967 à la station Marc Delorme, désormais entité du Centre national de recherche agronomique CNRA, se trouve ainsi remis en cause par la chefferie de Mafible 2 et les autres villages.
La station de recherche soutient que les villageois ont été dédommagés depuis les années 1980 par l'État de Côte d'Ivoire. Son directeur, Thierry Lekadou, organise la résistance. Ces 5 villages ébriés là revendiquent ces terres, ce qui n'est pas possible. Parce que nous abritons ici la collection internationale pour le cocotier. Ce patrimoine-là n'appartient plus au seul État de Côte d'Ivoire ou au seul CNRA. Il appartient désormais à tout le monde entier. Et il n'est pas question, il n'est pas possible qu'on puisse venir dégager tout de suite les cocotiers pour construire des maisons. Parce que chaque cocotier ici a son identité. Et avant de détruire le site, il faut le reproduire à l'identique sur un autre site. Des agressions perpétrées par les villageois, mais aussi par des promoteurs immobiliers. Face à la menace devenue pesante, l'institution cherche des soutiens politiques et diplomatiques. Depuis 1999, le site est érigé au statut de patrimoine mondial par la FAO et Biodiversité internationale. Statut renouvelé en 2007. Mi-mai, l'ambassadeur de France invité sur le site reçoit une double sollicitation. Avis favorable pour la construction d'une clôture, mais objection pour une intervention directe dans le litige. Bon, je me suis rendu compte de l'importance de ce site, du fait que ce site était unique à l'échelle de la planète, qui rassemble toutes les espèces de cocotiers. Maintenant, c'est une affaire des autorités ivoiriennes, des autorités nationales, des autorités municipales, de la justice. Des réticences qui en rajoutent aux inquiétudes des chercheurs. Nous sommes perturbés par la présence des prestataires de promotion immobilière, parce que nous devons laisser le travail et aller les chasser à chaque fois dans les parcelles. Voilà. Donc c'est au quotidien que nous vivons cela, et cela a un effet néfaste sur notre rendement en tant que chercheur. En 2017, une mission gouvernementale a effectué des visites de terrain. Il est envisagé de transférer le site et donc de céder le site à des acquéreurs privés au motif de l'urbanisation du Grand Abidjan. Une solution difficile à avaler. On sait que c'est un site menacé, on sait que c'est un capital, pour le pays, mais pas seulement pour le pays, pour tous les personnes qui travaillent sur le cocotier. Donc c'est une collection unique. Devant les populations villageoises de Brebo, Anani, Abouabou et Mafiblé qui refusent de renoncer aux velléités d'annexion du site, le Centre national de recherche agronomique, quant à lui, regarde avec insistance du côté du gouvernement. C'est une question de souveraineté. L'État de Côte d'Ivoire reconnaît l'importance de la recherche scientifique. Peut-être que les gens n'ont pas été bien informés à un moment donné de l'importance de ces sites, ou bien ils ont été induits en erreur par rapport à la manière dont les dossiers ont été montés. Donc ils ont dû prendre des décisions, mais aujourd'hui ils se rendent compte que non, c'était pas, c'est tellement important qu'on peut revenir des fois sur des décisions qu'on a prises avant. Cette tentative d'annexion du CNRA n'est pas un cas isolé. D'autres sites, comme ceux de l'ANADER et de l'École nationale d'agriculture de Bingerville, sont aussi dans la même situation. Et voilà, c'était pour vous le dossier EcoPlus sur la station de Portbou, une station internationale menacée par les communautés villageoises. Un dossier à retrouver sur RTI 1. Une violente tornade survenue dans la nuit de mardi à mercredi a causé d'importants dégâts dans la localité de Mbato et de ses communes environnantes. Selon le maire de la ville, Jacob Kwame, l'orage a fait voler en éclats les toitures de nombreuses maisons, dont celle du marché. Sur son passage, le vent a rasé plusieurs habitations dans les villages environnants. Selon le maire de la localité, une trentaine de sinistrés se retrouvent à présent sans abri. Fort heureusement, la tornade n'a pas causé de pertes en vie humaine. Après la médaille d'or glanée à Dakar lors des championnats d'Afrique, Cissé Cheikh Salah Junior s'est à nouveau offert l'or mardi à Sofia en Bulgarie à la faveur de l'édition 2021 du grand tournoi de la capitale bulgare. Le champion olympique ivoirien a réussi un parcours sans faute lors de cette nouvelle compétition. Cissé Cheikh Salah balaie tout sur son passage et se positionne comme le grand favori des moins de 87 kilos aux Jeux olympiques de Tokyo prévus dans quelques semaines, soit du 23 juillet au 8 août prochain.
Dans l'actualité hors de chez nous, condamné l'an dernier à 20 ans de prison pour détournement d'argent public, Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président de la République démocratique du Congo, s'est vu confirmer sa condamnation. Cette fois-ci, Vital Kamerhe a été condamné à 13 ans de prison. Le lieutenant de l'ancien chef de l'administration Tshisekedi dénonce un jugement politique. Fin de cette édition d'informations retrouvées à 20h. Kolo Koulibaly pour des nouvelles d'ici et d'ailleurs. Quant à moi, je vous retrouve demain.